Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Deck, fondatrice de Lougage et vous écoutez Le Client. Chez Lougage, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans la mise en place de solutions d'assistance uniques. Alors, avec Le Client, je mets en lumière des personnalités et entreprises qui ont fait de leur priorité l'expérience client. Des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Meyer. Lionel accompagne les entreprises et les marques dans l'optimisation de leurs performances grâce à l'expérience client. Il a débuté sa carrière il y a 20 ans sur le marché de l'hôtellerie de luxe avec comme premier client un palace parisien bien connu, le Plaza Athénée. Puis, les autres maisons de luxe et les marques premium se sont intéressées à l'expérience client et Lionel en a accompagné plusieurs d'entre elles comme Audi, Nespresso ou encore nos amis Air France. Avec Lionel, nous avons le droit à un cours magistral sur l'expérience client et plus particulièrement l'expérience client transformative, donc celle qui fait qu'il y a un avant et un après. Il nous livre une multitude d'exemples et anecdotes qui permettent aujourd'hui de comprendre l'accélération des ambitions autour de l'expérience client, quitte parfois à la dénaturer, et on va en parler. Pour cet épisode, je vous invite à prendre des notes. Attention, on a quelques grésillements sur la bande son, soyez indulgents, tant les propos de Lionel sont extrêmement pertinents, donc ça vaut vraiment le coup. Je vous laisse en compagnie de Lionel Meyer. Donc, merci Lionel Meyer d'avoir accepté de venir nous parler de toi et de ta vision de l'expérience client sur ce podcast. Est-ce que ça va ? Très très bien. Merci Marine pour ton invitation. Bah écoute, ça me fait très plaisir. Donc, on s'est rencontrés il y a quelques semaines maintenant au French Forum. Exact. Et j'ai beaucoup aimé ce que t'as diffusé et je dirais la vision que tu avais, enfin que tu as d'ailleurs toujours, qui vraiment est attachée à une expérience qui doit être transformative plus qu'améliorative. Et ça, moi, ça me parle beaucoup parce que ça fait vraiment partie de nos piliers chez Lougage et de ce qu'on essaie de faire. Absolument. Effectivement, beaucoup de personnes travaillent sur l'expérience client. Beaucoup en ont fait leur métier, que ce soit des consultants ou dans les entreprises, ce sont des postes qui ont été créés. Et moi, mon constat, c'est que en face de ce développement massif de cette thématique dans les entreprises, on n'a pas l'ambition qu'on devrait avoir. Et cette ambition en matière d'expérience client, c'est plutôt de transformer la vie du client que simplement légèrement la modifier, l'améliorer et corriger les éventuels défauts qu'on a dans une expérience client. Donc, je trouve qu'on prend le problème avec une ambition un peu faible. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, ce que j'aimerais à travers cet épisode, donc, c'est qu'à la fin de l'épisode, on reparte avec un peu un début de culture sur l'expérience client de manière générale et en tout cas une envie et une méthodologie pour transformer l'expérience client plutôt que de l'améliorer. Est-ce que ça te va ? C'est un bel objectif, j'essaierai avec toi d'y répondre. Alors déjà, Lionel, est-ce que tu peux me parler de ton parcours, s'il te plaît ? Alors je vais essayer d'être bref, ça fait plus de 20 ans parce que en fait j'ai commencé en 1997 avec un associé qui s'appelle Éric Perret et nous avons créé une entreprise qui s'appelle Luxury Attitude et qui s'est spécialisée au départ dans le luxe et sur le segment premium sur justement la création d'expériences clients. Alors à l'époque on n'appelait pas ça expérience client, on parlait beaucoup de design de service, mais l'idée était vraiment de créer de la valeur ajoutée dans la relation client, dans le service, qui soit pas fondé uniquement sur la capacité à bien rendre le service, mais à le rendre inoubliable, à être plutôt dans l'enchantement que la satisfaction, et surtout à développer et créer des émotions. Et c'est vrai que l'univers du luxe et de l'hôtellerie de luxe, qui étaient nos premiers clients, y était particulièrement propice. Et donc, on a eu la chance d'accompagner des hôtels formidables, dont quasiment le premier, le Plaza Athénée, ce qui nous a donné une belle visibilité, une belle vitrine, notamment pour les marques de luxe qui se trouvaient à Avenue Montaigne. Et c'est vrai que pendant
on va dire quelques années, au début des années 2000 jusqu'au milieu des années 2000, on a surtout développé nos activités de conseil et de formation autour de ce qu'on appelle maintenant l'expérience client dans ces secteurs du luxe. Et puis on s'est aperçu au milieu des années 2000 que finalement c'était un sujet qui commençait à irradier des marques qui étaient plus premium, en tous les cas qui avaient une problématique de positionnement et qui voulaient monter en gamme et qui avaient la capacité de le faire au niveau de leurs produits, mais qui avaient plus de difficultés à le faire au niveau de leurs équipes, au niveau de la relation client, au niveau du service. Et donc, on a commencé à accompagner des marques comme Audi dans le secteur automobile, et puis quelques années plus tard, le Club Méditerranée dans le cadre de sa montée en gamme. Et de fil en aiguille, on a étendu, je dirais, le territoire de nos activités bien au-delà du luxe pour accompagner ces marques qui voulaient monter en gamme et notamment sous l'impulsion de belles réussites comme Nespresso que nous avons accompagné, on a commencé également à intéresser des marques qui étaient plus mainstream, plus mass market. Et notamment, je me souviens, l'une des premières marques qui est venue nous voir, c'était Système U. Donc, on est un petit peu tombé de notre chaise. On était en 2008-2009 et on n'a pas été beaucoup plus loin parce que finalement, on s'est heurté à notre identité. On était attaché à une image, on s'appelait Luxury Attitude, et on a vite compris que c'était compliqué d'évoluer dans la grande distribution en s'appelant Luxury Attitude, ce qui nous a amené à créer une deuxième marque, Customer Experience, qui avait pour objectif de se servir de toute notre expérience acquise dans l'univers du luxe et du premium, et avec cette méthodologie de design de service et tous les modules d'accompagnement, de formation que nous avions développés, de les adapter à des marchés plus grand public, à également des collaborateurs peut-être moins sensibilisés aussi à ces sujets-là. Et avec Customer Experience, on a commencé à irradier dans des secteurs tels que le transport. On a travaillé également avec des banques, on a travaillé dans tous les secteurs d'activité possibles et imaginables, et on a même commencé à toucher le secteur du B2B. Donc en fait, mon histoire en matière d'expérience client, c'est vraiment l'avènement de ce sujet au cœur des entreprises. Et donc, à partir de 2012, nous avons vendu avec Éric Perret cette société au groupe INSEC, et nous avons accompagner le développement de cette entreprise avec un projet magnifique de création d'un e-learning qui a encore beaucoup de succès, qui était très innovant à l'époque parce qu'il était fondé sur une expérience d'apprentissage proche des séries que tout le monde appréciait déjà. Et donc, on a accompagné cette entreprise Luxury Attitude Customer Experience pendant 5 ans. Et en 2017, finalement, la séparation a été définitive et j'ai commencé, et Éric Perret de son côté également, à développer à titre personnel ses activités de conseil en dehors de cette structure de façon un petit peu artisanale avec Emotion in Action. Et j'ai eu la chance de continuer à accompagner le développement de cette thématique en France, chose que je fais toujours aujourd'hui. Donc voilà, une vie assez riche avec beaucoup d'expérience. Je parle pas de mon expérience, mais d'expériences vécues avec des clients très différents, puis des stades de maturité différents également, et donc un point de vue et un regard à la fois extérieur et interne aux entreprises sur cette thématique qui est devenue centrale depuis. Ouais, clairement, parce que du coup, vous étiez quand même assez précurseur, et dans une des vidéos que tu diffuses sur LinkedIn, tu dis: on a tout de suite pris conscience que l'expérience client était le moyen pour une entreprise de se différencier dans un secteur ultra concurrentiel et un moyen de mobiliser des collaborateurs et des équipes. Pourquoi est-ce que toi, tu en as pris conscience avant les autres? Alors, peut-être parce que on a baigné dedans très tôt. Et finalement, quand on a commencé à travailler avec les hôtels de luxe, on s'est aperçu très vite que chaque hôtel était très différent, surtout dans le très haut luxe, puisqu'on travaillait beaucoup avec des palaces. Il y avait de tels moyens que le produit en tant que tel, le hard, comme on l'appelle dans l'hôtellerie, aussi beau soit-il, n'était pas suffisant pour se différencier. Il pouvait l'être un temps lorsqu'on redécorait un hôtel, lorsqu'on créait un nouvel hôtel, mais très rapidement, sur ce thème du bâtiment lui-même, de sa décoration et de tous les moyens qu'on pouvait mettre, on allait être concurrencé par le petit voisin d'à côté. Et donc, finalement, la différence et l'âme d'un palace, c'est plutôt
ce que proposent ses collaborateurs à ses clients. Et là, pour le coup, on s'aperçoit qu'il y a des grandes différences de relations, de la façon d'envisager ces relations, de cette capacité qu'on a à être soit très classique, soit très moderne. Et donc, à la fin des années 90, début des années 2000, avec le Plaza Athénée, on s'est vite rendu compte qu'en misant sur l'humain, ce qu'avaient finalement peu fait ces hôtels de luxe, parce que l'humain à cette époque-là était encore un peu dans un carcan de code où on apprenait dans les écoles hôtelières, et c'est malheureusement encore un petit peu le cas, à se faire oublier, à être relativement discret, à être dans la technique, plutôt que d'être dans un engagement relationnel fort et dans une vraie prise d'initiative à l'égard du client. Et bien, on s'est aperçu qu'en développant ces qualités-là, on pouvait faire vivre des expériences incroyables à des clients qui pourtant avaient les moyens de tout s'offrir, y compris chez eux, un niveau de service dans leur propre demeure qui était incroyable, un niveau d'expérience aux quatre coins du monde dans des hôtels fantastiques. Et ben on avait la capacité, dans un hôtel à un endroit donné, avec ce design de service, comme on l'appelait à l'époque, ou ce travail sur l'expérience client fondé sur l'humain, de créer de grandes différences. Donc ça, c'est vraiment le constat de départ. Et ça a toujours été notre leitmotiv, se différencier par l'humain. Et se différencier par l'expérience qu'on était en mesure de faire vivre grâce aux collaborateurs. D'où ce sujet de la mobilisation interne et de la capacité à permettre aux équipes d'être complètement engagées, parce que un projet d'expérience, c'est un projet qui est très mobilisateur. Et donc ce constat de départ dans le luxe, il s'est appliqué au milieu des années 2000, notamment avec la crise qu'on a connue, lorsque les marques ont été confrontées à cette concurrence internationale, à cette concurrence du digital qui commençait à arriver, et où il fallait qu'elles fassent un choix, ces marques. Soit on se battait sur le prix, soit on se battait sur l'innovation permanente, soit on se battait sur l'expérience. Et en fait, on sait très bien où mène la bataille du prix. C'est très difficile de tenir, et en tous les cas, c'est pas un modèle qui repose sur l'humain. Donc, quand on a une entreprise avec une culture humaine et un modèle très humain, il nous reste deux possibilités. Celle qui consiste à être dans l'innovation permanente, avec l'inconvénient, et on le voit bien dans plein de secteurs, que finalement l'innovation elle dure de moins en moins longtemps parce que elle est de plus en plus vite copiée, et c'est très difficile de la protéger durablement. Alors qu'en revanche, l'expérience client, puisqu'elle repose sur des valeurs, elle repose sur une richesse humaine propre à l'entreprise, et ben c'est très compliqué pour le petit voisin d'à côté d'aller faire la même chose, parce que c'est beaucoup plus subtil que simplement ce que laisse apparaître finalement une entreprise à l'extérieur. C'est du management, c'est de la culture d'entreprise, c'est de la communication interne, c'est des systèmes de reconnaissance, de développement de compétences, de valorisation, qui font qu'à un moment donné, toute cette ressource, cette richesse humaine, elle va être mobilisée pour faire vivre une expérience. Donc, tout ça pour dire que, prenons un exemple qui est l'exemple du transport aérien. On a très longtemps accompagné Air France. Tous les avions sont les mêmes. Et un Paris-New York, qu'on soit sur Air France, Lufthansa ou je ne sais quelle compagnie américaine ou de n'importe quelle nationalité, finalement, le produit est ultra banalisé. On part à la même heure, le vol dure le même temps, et on arrive au même endroit. Et donc, sur quoi on fait la différence? On peut le faire sur le prix ou sur l'expérience. Et comme en plus de ça, on passe un petit peu de temps dans un avion, dans un espace qui est clos, et il y a un avant et un après, si on commence à travailler sur l'expérience, et si on commence à se poser la question de comment faire que ce que l'on vit dans un avion Air France ne soit pas ce que l'on vit dans un avion Lufthansa, alors on commence à se rendre compte qu'on a un capital à développer qui est considérable, qui va entraîner de la fidélité, qui va entraîner également ce que j'appelle le story sharing, c'est des clients qui vont raconter leurs histoires à d'autres clients et qui vont à leur tour donner envie à ces clients-là de tester la compagnie. Donc on est dans une dynamique très vertueuse, et j'ai envie de dire, plus le secteur d'activité est concurrentiel et banalisé, plus l'expérience devient déterminante. C'est hyper intéressant. C'est clair que la partie je reste dans un avion pendant plusieurs heures, c'est quand même une formidable fenêtre de tir pour y connecter de l'expérience client et faire réellement la différence pour que quand le passager descende de l'avion,
en fait, il soit transporté à tous les sens du terme, quoi. Exactement. Et vous savez, chez Air France, que tu connais bien, Marine, ils ont fait un certain nombre d'études et beaucoup de clients disaient, quand on rentre dans un avion Air France, on est déjà un petit peu en France. Et donc c'est là-dessus qu'il fallait travailler. C'est finalement quels sont les atouts du service chez Air France, si ce n'est, je parle en vol, du personnel navigant, avec ses caractéristiques. Et on s'est vite aperçu que le personnel navigant d'une compagnie comme Air France étaient des personnes avec une vraie richesse, une vraie expérience du voyage, avec des connaissances qui se limitaient pas à des connaissances professionnelles, mais une culture, et que si on leur laissait la possibilité, dans un cadre, avec bien évidemment des consignes à la fois de sécurité et puis des guidelines en matière de service, mais si on leur disait finalement, osez, prenez l'initiative, créez la relation, soyez attentionnés et faites pour le client ce qui vous semble bon et osez, alors on est déjà un petit peu en France, parce que comparé à certaines compagnies, notamment asiatiques, où finalement le personnel en vol joue un rôle qui est écrit à la virgule près, au geste près, eh ben on voit tout de suite la différence. On a des vrais gens en face de nous, des personnes riches avec leurs valeurs, et c'est ça qu'on a essayé de révéler dans ce que Air France appelle encore aujourd'hui la relation intentionnée. C'est être plus soi-même en incarnant la compagnie. Mais pour ça, du coup, il faut donner de la souplesse à son staff et donc du coup au personnel navigant. Moi, je me rappelle avoir pris un billet d'avion, c'était un Paris-Venise pour un week-end, juste un aller-retour samedi, dimanche. Et devant moi, dans l'avion, donc on était avec Air France, il y avait un couple de personnes plutôt âgées puisque du coup ils fêtaient, je crois qu'ils fêtaient genre leurs 40 ans de mariage et leurs enfants leur avaient offert du coup un week-end à Venise. Et donc l'hôtesse passe pour servir les boissons, etc. Et ils commencent à discuter et le couple dit à l'hôtesse, du coup c'est nos 40 ans de mariage, c'est nos enfants qui nous ont offert cette escapade. Et l'hôtesse, totalement spontanément, et elle dit, non mais attendez, c'est incroyable, il faut absolument fêter ça et tout, c'est génial pour vous, je vais vous chercher 2 coupes de champagne et tout. Et je voyais bien les gens qui étaient dans le siège juste devant moi, mais ils étaient émerveillés. Le fait qu'elle ait la possibilité de proposer ça et que spontanément elle le fasse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas partie au bout de la rangée pour demander à un manager quelconque est-ce que je peux leur proposer ça. Directement, à l'instant T, elle l'a proposé. C'est une formidable illustration de ce que peut être l'expérience client. Pour moi, et j'ai même envie de dire, là on parle presque plus de relation client qui crée l'expérience que de l'expérience client proprement dite. Et il y a une vraie différence entre la relation client qui est vraiment à la main du collaborateur qui est au contact du client et l'expérience client d'une entreprise qui est pour moi un sujet plus stratégique qui doit englober cette fameuse relation client, mais qui va jouer sur plein de leviers. Ça peut être des leviers digitaux, ça peut être des leviers de politique de recrutement, de formation et autres. Là, on parle vraiment de cette composante qui est essentielle dans toutes les expériences clients, c'est la relation client. Et cette relation client, elle doit elle-même, de mon point de vue, être transformative parce que finalement, quand je suis dans une relation client, mon but, c'est pas simplement d'offrir au client le service qu'il est venu chercher. Parce que si ça avait été le cas dans cet exemple que tu donnes, Marine, sur ce vol Paris-Venise, eh ben, cette personne-là aurait eu son plateau repas et puis les quelques séquences de service. Là, ce qu'a offert cette hôtesse, ce PNC, c'est la partie haute. C'est la partie haute de la relation client, c'est-à-dire celle qui est sous-estimée, mais qui est pourtant essentielle parce que c'est celle qui génère le plus d'émotions. Pour moi, il y a 3 strates dans la relation. Il y a une strate qui est très normative, où on a des éléments qui sont fondamentaux. C'est un socle. Et d'une façon générale, ces éléments fondamentaux sont très très peu distinctifs d'une marque à une autre. Et j'ai même envie de dire,
c'est souvent les mêmes d'un secteur à un autre parce que finalement, tous les secteurs contribuent à définir un standard de base dans la relation client. Et c'est quoi, par exemple? C'est être poli, dire bonjour, des choses comme Ça ça? peut être ça, mais ça peut être aussi le fait de se présenter et de donner son nom, le fait d'utiliser le nom du client dans certaines circonstances. Ça peut être le fait, par exemple, dans la relation client au téléphone, d'utiliser la reformulation pour s'assurer. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments fondamentaux qui sont incontournables et qu'on va retrouver, qu'on soit, si on reprend l'exemple de l'avion, à Lufthansa ou à Air France. Et à un moment donné, il va falloir servir un plateau en regardant le client, il va falloir faire un certain nombre de choses qui relèvent des fondamentaux. Et ça assure un socle. Sur ce socle-là, il y a une partie excessivement importante qui est composée, et c'était déjà ce que nous faisions à l'époque du design de service, de signatures. C'est-à-dire ce sont des éléments qui reposent sur ce socle de fondamentaux, mais qui sont propres à l'entreprise. Je vous donne un exemple. Chez Air France, on a travaillé sur le fait de ne plus utiliser le mot vol, mais le mot voyage. De telle sorte que, et là je vais vous donner quelques exemples de signatures d'Air France, lorsque, et ça existe encore, même si c'est de moins en moins, vous avez une carte d'embarquement, on va contrôler cette carte d'embarquement, on va la scanner, et l'hôtesse va prendre votre carte d'embarquement, va la scanner et va vous la rendre en la tournant pour la mettre dans le sens de votre lecture. Donc vous allez voir que l'hôtesse va avoir l'attention de tourner la carte pour vous la remettre. Et si on va jusqu'au bout des signatures, puisqu'elle a vu votre nom, et à condition qu'il n'y ait pas trop de monde autour de vous qui pourrait écouter, elle pourra vous dire, non pas bon vol, monsieur, non pas simplement bon vol, mais bon voyage, monsieur Meyer. Et je peux même aller plus loin, dans ces signatures, je peux très bien dire bon voyage à New York, monsieur Meyer. Et donc on se rend bien compte que finalement, ça, c'est pas les standards du métier, c'est pas les fondamentaux. On a rajouté une petite couche avec la French Touch Air France qui conduit à tourner la carte d'embarquement dans le sens de lecture, à utiliser le nom du client lorsqu'il est connu, prononçable et que l'on ne dévoile pas son identité à d'autres passagers. Et on parle de voyage et non pas de vol. Et on personnalise les choses par rapport à une destination qui est New York, que je connais puisque j'ai sa carte d'embarquement et que je sais surtout sur quel vol je suis en train de l'embarquer. Et donc, on se rend bien compte là qu'on est passé de quelque chose, d'une relation client banale à une relation qui est chargée de valeurs émotionnelles beaucoup plus fortes. Et ça, ce sont des signatures. Et on en a identifié un certain nombre qui vont se retrouver dans différentes séquences de la relation client et qui vont à un moment donné, donner une coloration aux actes de service et aux différentes relations qu'on va avoir avec le client. Et c'est la coloration de la marque. Et en l'occurrence, dans cet exemple-là, d'Air France. Chez Nespresso, on a créé avec les équipes de Nespresso ce geste qui consistait à sortir du pôle de vente et à remettre le sac à deux mains devant le pôle de vente en invitant le client à aller déguster un café, en invitant le client suivant à revenir derrière. Ça, ce sont des signatures. C'est le deuxième niveau. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y aura aussi une part de constance et de différence dans tous mes vols, dans tous mes achats chez Nespresso ou dans tous mes séjours au Club Med, par exemple. Mais la valeur émotionnelle ultime, c'est celle que tu as décrite, Marine. C'est celle qui fera que cette hôtesse, dans la relation intentionnée, on lui aura dit ose, personnalise, prête attention. Et donc, elle va saisir cette opportunité-là sans avoir à demander à quiconque une autorisation et elle va pouvoir, même si c'est pas prévu dans la classe de voyage dans laquelle se trouve ce couple, leur offrir une coupe de champagne. Non seulement c'est possible, mais c'est encouragé. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que dans la troisième strate de la relation, l'ultime émotion, c'est l'initiative individuelle. C'est l'intelligence situationnelle en plus d'être émotionnel et relationnel. C'est à ce moment précis, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui faire plaisir et de quels moyens je dispose. Et là, en quelques secondes, elle a la solution. Et elle prend l'initiative de le faire vivre. Et dans ce que tu as décrit, Marine, il y a un deuxième élément qui est très très important et dont je parle dans une de mes prochaines vidéos,
c'est qu'on est en plus de ça dans un phénomène qui est très important, qui est la contagion des émotions. En fait, ce qui se passe, c'est que soit je peux essayer de faire quelque chose qui est quasiment impossible, c'est d'avoir ce petit éclair pour chaque client dans l'avion. Mais alors, tout le monde part pas à Venise pour leurs 40 ans, et même si Venise reste une destination très romantique et très symbolique. Donc, je vais pas pouvoir offrir ça à tout le monde. Mais je sais que si je m'occupe bien de ce couple, toutes les personnes autour qui verront mon attention vivront un moment fort, vivront une expérience unique. Et donc, on a travaillé aussi, et on le travaille dans le retail, on le travaille dans l'hôtellerie et dans le loisir, on le travaille dans le transport et notamment chez Air France. On invite les équipes à se dire, bon, parmi toutes les possibilités que j'ai à ma disposition, laquelle pourrait être et comment je pourrais faire les choses pour que l'impact émotionnel ne se limite pas à la personne vers laquelle cet impact est dirigé. Et c'est pour ça qu'on a vu, et il y a pas mal de films qui circulent sur YouTube notamment d'expériences Air France, où on voit quasiment toute la cabine en train de danser, chanter, parce que on a pris une occasion et on en a fait un moment qui s'est diffusé en termes d'émotions, et on a utilisé cette fameuse contagion des émotions. Ça, c'est un levier très très fort en matière de relations clients et d'expérience client. C'est très juste ce que tu dis. Et comment est-ce qu'on explique, parce que tout à l'heure tu as parlé de la crise économique, la concurrence digitale, l'international, comment on explique que par exemple Système U se pose ce genre de questions et se dit qu'il va peut-être passer carrément à ce niveau-là. Alors je vois pas pourquoi dans les rayons on me proposerait une coupe de champagne si je dis que je sais pas, aujourd'hui c'est mon anniversaire, mais qu'est-ce qui explique cette accélération sur le sujet et sur l'ensemble des acteurs, peu importe leur positionnement? Alors, je pense que déjà, dans l'anecdote que je racontais tout à l'heure, on était à la fin des années 2000, donc Système U était très 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 en avance sur le sujet, presque trop en avance pour nous, puisque on a pu répondre à ce besoin-là un petit peu plus tard. En fait, déjà, si on regarde la littérature sur l'expérience client, on n'en avait peut-être même pas tellement conscience en France, mais elle était intitulée comme telle, déjà présente aux États-Unis, à la mode américaine, attention. Mais c'est donc un sujet qui avait une antériorité. Deuxièmement, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé, quand on se pose la question, et quand on est en position d'être challengé, ou avant d'être challengé, on se remet en question et qu'on se dit qu'est-ce que je peux faire de plus, quels sont les moyens dont je dispose. À un moment donné, et ce serait grave que ça ne se produise pas, on va se dire il y a quand même le client dans tout ça. Client qu'on a quand même dans beaucoup d'entreprises tendance à considérer plus comme un moyen que comme une fin. Et donc, à un moment donné, dans ces situations un petit peu tendues où la concurrence arrive, où on est en train de prévoir le coup d'avance, on se dit qu'est-ce que je peux proposer de plus que mes concurrents? Et on se dit je paye du personnel qui peuvent être des caissières, qui peuvent être des chefs de rayon qui mettent des produits en rayon, qui peuvent être des personnes qui sont derrière les rayons frais à la coupe, à la boucherie, poissonnerie ou je ne sais quoi. Et ces personnes-là, et si elles ne se contentaient pas de servir de la viande, par exemple, mais étaient dans une valeur ajoutée supérieure et qu'on leur donnait le premier rôle. Parce que dans la grande distribution, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, comment on se distingue? On se distingue par l'expérience. C'est une évidence. Et l'expérience, c'est la façon dont je vais concevoir mes magasins, la circulation, la façon dont je vais présenter les produits, mais c'est beaucoup la façon dont mon personnel va interagir. En ce moment, Carrefour, sous l'impulsion de son nouveau directeur général, qui vient d'Espagne et qui a fait ses preuves, est en train de, sur des choses toutes simples, renverser l'ordre des priorités de Carrefour. Et notamment, l'une des premières mesures qu'il est en train de mettre en place et qu'il avait mise en place précédemment en Espagne, c'est de mettre le bureau du directeur au milieu du magasin. Et d'ailleurs, Monoprix est également, avec son programme Oui, en train d'expérimenter
finalement cette démarche-là avec des engagements autour de l'expérience et notamment, c'est d'ailleurs assez frappant de voir que, je l'ai vu récemment au Monoprix des Halles, une invitation sur les caisses pour que chaque client, s'il le souhaite, puisse joindre le directeur du Monoprix des Halles. Quand on connaît sa taille, on peut se dire qu'il va avoir peut-être quelques appels. Et surtout, ce qui est frappant, c'est que c'est du lundi au samedi, en gros, de 9h à 20h, et le dimanche, de telle heure à telle heure. C'est-à-dire que potentiellement, on est juste en train de dire que le directeur, il est là non-stop. Et donc là, par contre, en termes de responsabilité sociétale, qui fait partie aussi de l'expérience et des grands engagements de l'entreprise, on est en train d'envoyer un message un petit peu confus. Donc, il y a plein d'initiatives pour que la grande distribution se réhumanise et que l'on donne aux humains de la grande distribution un rôle central jusqu'au directeur et dans la relation client et donc dans l'expérience client. Mais comment tu fais pour sensibiliser ces gens-là? C'est-à-dire qu'à un moment, comment tu vas aller expliquer au boucher que maintenant, il faut qu'il sorte de derrière le boucher à la coupe, je sais pas moi, de Leclerc, qu'il faut qu'il sorte de derrière son comptoir pour remettre ton sac avec ta pièce de bœuf au client? Alors c'est un bon exemple, il ne peut pas le faire et il ne le fera pas dans la configuration actuelle. En fait, je pense que le sujet est un sujet de management. C'est pas moi qui vais les convaincre. Il faut que le boucher en question ait vraiment le sentiment que ce qu'on lui dit, c'est pas juste du marketing. On n'est pas juste en train de dire la personne la plus importante, c'est le boucher, mais qu'on lui montre qu'effectivement, dans cette entreprise-là, le boucher, comme le poissonnier, comme le caissier, est vraiment la valeur ajoutée de l'enseigne. Et à partir de ce moment-là, déjà, il va s'apercevoir qu'on est cohérent. Et on est cohérent dans la durée. Et là, il va commencer à y croire. Parce que la plupart des salariés dans les entreprises, notamment sur ces sujets d'expérience client, quand on arrive, ils nous disent, mais ouais, il y a déjà 10 ans, on nous en parlait, on a eu ça comme programme, et jusqu'à quand ça va tenir. Donc il y a une forme de scepticisme, plus par rapport aux moyens qui ont été mis et à la façon dont les sujets ont été traités, que face au bien fondé de la démarche. Et j'ai envie de dire, de toute façon, on est tous dans une époque où on a besoin de sens. Et quand on est dans un métier de relation client, parce que c'est leur cas, le sens, c'est d'aller vers le client. C'est pas d'aller vers la carcasse de bœuf qui est derrière. Ça veut pas dire que je dois pas être capable de m'occuper de la carcasse, mais voilà, si je suis face au client, c'est que c'est ça qui est important. Et puis en plus de ça, je pense que les collaborateurs le comprennent, sauf ceux qui sont trompés d'orientation ou qui n'ont vraiment pas eu le choix que d'en arriver là. Mais on se nourrit de la relation client. Et finalement, on en tire des bénéfices qui sont très très importants. Et puis le dernier argument, c'est que ils l'ont tous déjà fait. Peut-être à la même époque que moi, j'appelais pas ça de l'expérience client, mais faut pas attendre 2020 pour tout simplement se poser la question de qu'est-ce qu'on fait vivre aux clients. Les commerçants ont toujours su qu'une grande partie de leur succès dépendait de la façon dont ils se comportaient à l'égard de leurs clients, autant que ce qu'ils proposaient en termes de produits. Et donc, remettre au cœur l'expérience, la relation client, c'est encore une fois une question de bon sens. Et si c'est bien fait, si c'est cohérent, si le management est congruent, c'est-à-dire si ces actes sont en phase avec ses intentions, ses propos, et si c'est maintenu dans la durée, les gens y vont. On l'a vu chez Air France. Combien nous ont remerciés, nous ont dit mais on n'attendait que ça, parce que ce métier-là, on l'a choisi pour ça. On l'a vraiment choisi pour voyager, bien sûr, parce que c'était un métier qui nous a fait rêver, mais aussi parce que on allait s'occuper des gens dans des conditions qui sont un petit peu atypiques, mais voilà, c'est le sens de notre métier. Donc, redonner ce sens-là aux collaborateurs, si c'est bien fait, ça marche à tous les coups. Ok, très clair. Et concrètement, c'est quoi la différence entre améliorer et transformer l'expérience client? Est-ce que de par ce qu'on vient de dire là, au final, on transforme l'expérience client?
oui, on transforme par rapport à une base qui est pas bonne. Donc finalement, on corrige. Parce qu'une expérience client qui est portée par des êtres humains à qui on a demandé ou qu'on a conduit à ne pas se comporter comme des êtres humains, il suffit de leur redonner ce pouvoir de relation pour finalement transformer une situation qui n'était pas normale. Maintenant, quand moi je parle d'expérience client transformative, déjà, elle n'est pas antinomique avec une première démarche qui consiste à améliorer l'existant et à corriger. Mais c'est quelque chose qui ne porte pas la même ambition. L'ambition de l'expérience client transformative, c'est celle qui consiste à se dire, et c'est ce que je raconte, et notamment dans les conférences que j'anime, on peut pas être leader sur son marché sans vouloir être le leader de l'expérience client. Ça va de pair. On peut pas être celui qui innove au niveau des produits, au niveau de l'offre, sans être celui qui innove au niveau de l'expérience client et qui transforme l'expérience client. Et puis, pour bien comprendre, finalement, ceux qui aujourd'hui transforment l'expérience client, ce sont les startups qui, elles, partent d'une feuille blanche et partent généralement des grosses lacunes structurelles d'un secteur d'activité et donc des acteurs existants pour apporter une solution qui repose souvent sur le digital, mais pas que, et qui va complètement casser les codes. Quand on parle de disruption, c'est pas simplement une disruption de modèles économiques, une disruption de modèles d'organisation. C'est avant tout une transformation radicale de l'expérience client. Et dans ma première vidéo que j'ai produite sur ce thème-là, je donne l'exemple d'Uber qui n'est pas du tout un exemple à suivre sur la durée. Parce que ce qui est devenu Uber aujourd'hui est très très contestable à plein de niveaux. Mais l'expérience a été transformative pour tous ceux qui ont utilisé Uber pour la première fois. Avec cette application et ses fonctionnalités qui permettaient de localiser le véhicule, qui permettaient de le voir arriver, d'avoir une prévision de temps d'attente, le nom du chauffeur, sa plaque minéralogique, le type de voiture qui allait venir nous chercher, et puis cette voiture noire qui arrive flambant neuve, nettoyée, avec ce chauffeur de limousine qui sort, qui nous ouvre la porte, qui nous donne une bouteille d'eau. Voilà, on était tous des PDG, des personnes fortunées qui avaient un transfert en limousine. Sauf qu'on a tout perdu. Mais on est bien d'accord que l'expérience à ce moment-là, qui a été imaginée et qui a ensuite permis à G7 également et tous les taxis de se remettre en question, ils sont pas partis de leurs contraintes. Ils sont partis d'une feuille blanche et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va résoudre comme problème? Et ça fait partie des axes que je développe pour travailler sur l'expérience client transformative. C'est-à-dire que j'utilise ce terme, par exemple, je suis pas venu là pour souffrir, cette fameuse phrase qui a été rendue célèbre sur un plateau de télé. Eh ben, il y a des secteurs d'activité qui structurellement font souffrir leurs clients. Et c'était un peu le cas des taxis quand même. Parce oui, c'est vrai. Quand on allait les trouver, on savait jamais dans quel état allait être le taxi, combien de chiens il y aurait sur le siège avant, est-ce qu'il serait propre, est-ce qu'on écouterait RMC. Et en fait, à part quand on avait son propre chauffeur de taxi qu'on appelait, avec qui on était confiant, on n'était pas bien dans un taxi, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et finalement, c'était pas grave parce que eux envisageaient leur rôle comme une société de transport qui déplace un être humain d'un point A à un point B. Et après, la façon dont on le déplace, que ce soit un colis ou un être humain, c'est pas très grave du moment qu'il arrive au bon résultat, à bon port. Je caricature un petit peu, mais c'était ça. Ouais, clairement. L'expérience transformative, c'est de dire, voilà, comment je peux résoudre cette souffrance structurelle. C'est un des axes, il y en a d'autres. Mais cette souffrance structurelle inhérente à mon secteur d'activité. Et ça peut être un axe où là, vraiment, je vais envisager toutes les possibilités. Et peut-être que je vais me dire que ce serait quand même différent si toutes les voitures étaient quasi neuves et noires. Mais secteur traditionnel du taxi, c'est pas possible parce que ce sont des travailleurs indépendants qui prennent les voitures qu'ils veulent, on peut pas les contraindre, c'est pas possible. Donc, dans le monde traditionnel, cette transformation va être rendue dès le départ impossible parce que on va voir toutes les contraintes. Être dans l'expérience transformative, c'est s'extraire de ces contraintes. C'est pour ça que je parle d'une démarche un peu utopique au départ, qu'on va ensuite confronter au réalisme. Ça ne veut pas dire qu'on pourra tout mettre en œuvre, mais ça veut dire qu'on ne partira pas des contraintes
pour essayer de transformer, parce que dans ces cas-là, encore une fois, on ne transforme rien. Je sais pas si... Si, c'est très clair. Et ben, je pense que c'est aussi une notion d'optimisme, quoi, et d'arrêter d'avoir des gens pessimistes en face de nous quand on leur dit je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, ils disent ah bah non, c'est pas possible pour telle raison, ah bah non, c'est pas possible pour telle raison. Ah si, c'est possible, mais il faut essayer, quoi. En tous les cas, alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la question la plus importante. Après, c'est comment. Et donc c'est dans le comment que les choses difficiles commencent à arriver. Mais je dois pas m'arrêter au comment quand j'imagine les choses au départ. Après, il faut aussi se dire que dans une entreprise installée, il y a une foultitude de contraintes qui ne sont pas imaginaires ou qu'imaginaires, qui sont réelles. Ça peut être des contraintes législatives, ça peut être des contraintes réglementaires par rapport à tel ou tel secteur d'activité, ça peut être des contraintes tout simplement de marché, d'actionnaires, de culture d'entreprise. Finalement, et c'est pour ça que la période qu'on vient de vivre, et notamment le premier confinement, est absolument remarquable, parce que là on parle d'expérience client interne transformative. La vie des salariés, notamment avec le télétravail, a été complètement bouleversée. Et ce qui était impossible, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, est devenu nécessaire. Et à partir du moment où c'est devenu nécessaire, c'est devenu possible, et on a commencé à faire sauter une à une toutes les barrières, y compris les barrières psychologiques, parce que de toute façon, on n'avait pas le choix. Donc, je pense qu'il faut aussi s'inspirer de l'agilité dont, contraints et forcés, les organisations ont fait preuve en cette période, pour se dire que on l'a fait pas forcément pour des très très bonnes raisons au départ. En tous les cas, on a montré des qualités incroyables, donc dans un contexte qu'on ne veut surtout pas voir se reproduire. Pourquoi ne pas montrer ces mêmes qualités dans un contexte positif de transformation d'expérience? Encore une fois, si à la fin on n'a fait que 20% de ce qu'on aurait rêvé faire, on en aura fait beaucoup plus que si on était parti des contraintes et du c'est pas possible. Ok, donc c'est vraiment ça en fait. La méthodo, c'est de partir d'une feuille blanche. D'accepter que l'expérience qu'on est en train d'écrire commence par une page blanche. Après, le problème, et c'est pour ça que moi j'ai développé cette méthodologie en 11 points avec ces 11 pistes de réflexion, encore faut-il savoir où chercher et dans quelle direction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces 11 pistes, je vais chercher dans des coins auxquels peut-être je n'aurais pas pensé. Et ça me permet d'en oublier aucune. Je parlais tout à l'heure de je suis pas venu là pour souffrir, et donc quelle est la souffrance structurelle produite par mon secteur d'activité, par les expériences existantes dans ce secteur d'activité. Alors il y a des secteurs où il n'y a pas de souffrance, hein, mais il y en a plein où il y a des souffrances. Ça, c'est une voie. Ce matin, j'ai publié une nouvelle vidéo avec rendre l'ordinaire extraordinaire. Qu'est-ce qui est ordinaire dans notre business, qui est tellement au cœur du business, tellement visible, tellement banal, que si je prenais à bras le corps cette banalité et cette chose tellement ordinaire, et si je la rendais extraordinaire, alors je changerais complètement la vie des gens. Est-ce que je peux donner un exemple? Ouais, carrément. Alors, je veux pas m'auto-spoiler, donc je vais pas prendre l'exemple que j'ai donné précédemment, mais je peux reprendre l'exemple de Nespresso, parce que ça a vraiment été un changement radical pour les clients. Quoi de plus ordinaire que de donner un sac à un client? C'est quoi le geste le plus ordinaire par lequel passent tous les clients lorsqu'ils sont dans une boutique Nespresso? Le sac. Donc ce truc qui est tellement basique, si j'en faisais un moment extraordinaire, si je le théâtralisais un petit peu, si je lui donnais du sens. On est dans quelque chose qui a eu cet effet-là pour certains clients, et moi je me souviens à l'époque, dans des conventions, dans le domaine bancaire, dans le secteur de l'automobile, on voyait des films en caméra cachée où on montrait ce geste pour symboliser l'expérience en magasin chez Nespresso. Ensuite, pendant plus de 10 ans, tous les clients avec lesquels on a travaillé ont mis en place la remise du sac à deux mains. Donc on a transformé quelque chose là. Mais c'est peut-être pas l'exemple le plus significatif. On peut revenir aussi sur Uber. On reprend les taxis.
quel est le truc le plus basique dans un taxi? Ben, c'est quand même la voiture. Et si je rendais ces voitures extraordinaires, au lieu qu'elles soient bariolées, au lieu qu'elles soient sales, qu'elles datent de 10 ans, je dis pas que c'est le cas de tous les taxis, ou au lieu qu'elles soient personnalisées à l'image de son possesseur, et si on leur donnait une couleur, et si elles avaient des caractéristiques, et, ben voilà, on commence à se préoccuper de la partie la plus évidente, la plus centrale qu'est la voiture, et on en fait un argument massif. Et quand les gens racontaient leur expérience Uber, et j'ai vu arriver une limousine noire, nickel, avec des sièges en cuir, briquée, brillante. C'était peut-être pas une Mercedes classe S, mais ça y ressemblait. Voilà. Donc, et dans tous les métiers, on peut fonctionner comme ça. Moi, je me souviens avoir travaillé avec Nespresso sur le truc le plus banal pour tous ceux qui se faisaient livrer à distance et pour lequel il y avait malgré tout énormément de contraintes, qui est le colis. Et j'avais dit chez Nespresso, et je dis la même chose, et d'ailleurs ça m'avait frappé, l'idée m'était venue un petit peu à ce moment-là, j'étais au siège d'Air France, et derrière le desk d'accueil, il y avait 2 colis. Il y avait un colis Nespresso et un colis vente privée. Et je leur avais dit, mais il est beau ce colis vente privée, en tous les cas il est beau, on n'aime pas la couleur, mais il est coloré. C'est déjà une partie presque du cadeau que je me suis fait. Et à côté de ça, chez Nespresso, il ressemble à quoi votre colis? C'est un colis qui est 100% fonctionnel. Qu'est-ce que vous pourriez en faire pour que ce colis, qui est finalement le point de contact que vous avez avec tous vos clients qui commandent à distance, pour lui donner une valeur ajoutée? Donc, encore une fois, on n'a pas révolutionné le colis livré par Nespresso, mais on en a fait un colis multi-usage avec un message qui pouvait se transformer en boîte de jouets, qui pouvait être réutilisé pour envoyer d'autres colis. En tous les cas, on a pris un petit sujet et on a contribué à transformer l'expérience. Est-ce que ça a été réussi? Est-ce que ça a eu tout l'impact que ça aurait dû avoir? Est-ce qu'on a été au bout? Est-ce qu'on n'a pas fait qu'une partie du chemin? Peut-être qu'on aurait pu aller plus loin, mais c'est né de cette idée de qu'est-ce qu'il y a de plus ordinaire dans notre expérience qu'on pourrait sublimer et transformer en extraordinaire. Et parfois, ça prend des proportions beaucoup plus importantes. Et c'est un des exemples que je donne dans la fameuse vidéo qu'on peut voir sur YouTube ou sur LinkedIn. Non, mais c'est hyper parlant et je trouve que en fait, en donnant des exemples, on se rend réellement compte de ce que c'est que de transformer plutôt que d'améliorer. Parce que c'est ça, on utilise des termes et tout, mais des exemples concrets. Et tu parles de celui de Uber, bah bien évidemment que là, on se reprojette à il y a quelques années et bien évidemment que c'était juste dingue cette expérience. Alors, depuis, ça s'est quand même extrêmement dégradé et c'est là tout l'enjeu de comment je fais pour maintenir un tel niveau de qualité de service. Et au final, bah on voit bien qu'il s'étiole un peu avec le temps. Est-ce que quand tu grossis, tu n'es pas obligé de dégrader un peu ton expérience client? Il n'y a pas de généralité. Mais une chose est certaine, c'est que si je suis déjà gros et que je veux me transformer, c'est plus compliqué que si je suis tout petit ou que je commence. Et à l'inverse, quand je commence petit, et plus je vais grossir, plus ça va être compliqué de maintenir. Donc il y a un vrai enjeu, et c'est pour ça que lorsque des sociétés viennent me voir et que me posent des questions ou souhaitent travailler avec moi sur l'expérience client, je leur dis très souvent, vous êtes en train d'essayer de réaliser un film, un magnifique film, donc un long métrage qui va vous coûter beaucoup d'argent, qui va certainement être magnifique, mais je pense que le sujet de l'expérience client, c'est plutôt une série et sur plusieurs saisons. C'est-à-dire que il va falloir que vous transformiez votre mindset, transformer les moyens que vous mettez pour que ce sujet vous accompagne encore dans 5 ou 10 ans. Et que chaque année, vous rythmiez l'année en termes d'action de formation, d'action de communication, de marketing, de stimulation, pour que ce soit un sujet qui soit un sujet structurant. Moi, je pense que l'expérience client, c'est comme, alors j'en parle maintenant, c'est pas la bonne période, mais comme dans les grands magasins, ils sont animés toute l'année par des jingles, par des campagnes de promotion, des campagnes de communication, des nouveaux produits, le rythme des saisons. Et le commerce et l'envie est animé comme ça. Bah, l'expérience client, faut l'animer de la même façon. Faut en faire un sujet permanent qui accompagne la vie de l'entreprise. Et si on n'est pas prêt à faire ça, c'est qu'on n'a pas compris à quel point c'était un sujet central
qui méritent beaucoup plus qu'une attention ponctuelle. Parce que tous les projets dont je parlais tout à l'heure, auxquels les collaborateurs ne croient pas, sont souvent des projets qui ont été pensés dans un laps de temps très court. On va faire une action de formation, donc on va mettre le paquet, on va former tout le monde. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça, d'autant plus que l'expérience client, aussi transformative soit-elle, elle doit non seulement se maintenir dans le temps, mais elle doit avoir son lot régulier d'innovation, de nouveautés, et puis en plus, elle se nourrit de l'initiative individuelle, des best practices qui viennent des collaborateurs qui eux-mêmes vont venir en permanence avec des choses qu'ils ont fait, qu'ils aimeraient faire, et qui vont venir alimenter la machine. Donc oui, il y a un enjeu. Maintenant, dans le cas d'Uber, et peut-être que je me trompe, le problème, c'est que dès le départ, au-delà de la solution technologique, Uber a impliqué des êtres humains dans leur aventure en les faisant rêver et en leur proposant un espoir dans lequel ces gens-là ont énormément investi, ont fait un choix de vie et investi de leur temps, de leur argent. Et à un moment donné, Uber n'a pas respecté ces personnes-là. Et c'est pareil dans une entreprise. Il faut qu'on respecte en interne et que l'expérience des collaborateurs et la façon dont on leur fait vivre leur vie de collaborateur soit en équilibre, soit cohérent, soit en symétrie avec ce qu'on veut faire vivre aux clients. Parce que l'expérience client, sauf si elle est 100% digitale, elle repose, et dans ce cas-là, c'est plus une expérience utilisateur, mais elle repose sur nos collaborateurs. Donc l'enjeu, c'est le management de ces projets-là, c'est le management lui-même qui va être la courroie de distribution, c'est la culture d'entreprise, le mindset, et c'est ça qui est compliqué. J'étais pas plus tard qu'hier en réunion avec une entreprise qui aimerait travailler avec moi sur ces sujets-là, et c'est ce que je leur ai dit. Travailler sur le long terme, et ils avaient pris une approche qui était très très normative de l'expérience client. Je leur ai dit c'est un non-sens parce que l'approche normative, c'est dénier à l'expérience client le plaisir qu'elle va procurer aux personnes qui vont la faire vivre à ses clients, l'autonomie qu'on doit leur donner, la spontanéité qu'on doit leur donner. Donc si vous la limitez à une approche normative, appelez ça qualité, appelez ça ce que vous voulez, mais n'appelez pas ça expérience client. Ouais. L'expérience client doit s'alimenter elle-même par les bienfaits que ça génère chez les collaborateurs qui ne pourront plus s'en passer, par les répercussions en termes de management qui vont être induites par cette démarche-là. Et donc, il faut créer un système autour de l'expérience client. Ok, donc faut pas simplement faire un gros kick-off, il faut que ce soit sur le long terme et que ça s'alimente au cours que chaque dispositif lancé s'auto-alimente au fur et à mesure de sa durée de vie. Au final, c'est très très compliqué, mais en tous les cas, si je ne l'envisage pas comme ça dès le départ, c'est pas que j'aurai un échec, c'est que la durée de vie de mon action va être très très courte. Et donc le rapport investissement résultat va être faible, et surtout la déception que ça fera naître chez les clients qui se sont habitués, comme les clients Uber, à une certaine prestation de service, et chez les collaborateurs, la déception va être très très grande, et on va mettre des années à s'en remettre. Donc il faut dès le départ envisager la portée de ce que l'on fait, l'engagement que ça nécessite et la durée dans laquelle on va devoir porter, qui est une durée quasiment sans fin. Mais on n'a pas le choix. Aujourd'hui, c'est pas la cerise sur le gâteau comme ça a pu l'être quelques années auparavant. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Mon business va bien. Oh, si je me lançais dans une... Non. Si on y va comme ça en 2020, c'est mort. Il faut vraiment y aller avec une vision stratégique, une ambition stratégique. Et un élément qui a pour but de se différencier des autres, de transformer la vie du client. Et c'est à ce prix-là et qu'on aura toute la satisfaction de réussir. Et quelles sont les entreprises ou quels sont les projets que tu as le préféré déployer au cours de ton expérience à toi? Quels sont ceux que, voilà, où quand tu y penses, il y a beaucoup de positifs et t'en es plus particulièrement fier? Il y a deux choses. Il y a d'abord des marques ou des entreprises que j'ai beaucoup aimées avant de travailler pour elles et qui faisaient partie de ma vie. Et c'est un petit peu comme rencontrer une star à un moment donné, quand ça a été, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel domaine, quand on rencontre cette personne-là, on est ému. Quand on travaille pour cette personne-là et qu'on crée une relation avec cette personne, c'est encore plus fort. Et ben moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu pour certaines marques. Quand j'ai travaillé pendant plus de 10 ans avec Audi,
alors que en 1982, quand j'étais gamin, j'avais fait acheter une Audi à mon père alors que c'était vraiment pas une marque qu'on connaissait et que j'ai passé du temps dans cette voiture à rêver de la conduire. Bah, le jour où Audi m'a appelé, j'y ai mis plus que mes tripes. J'y ai mis mon âme. Lorsque, ayant voyagé, pas beaucoup quand j'étais jeune, un peu plus au début de ma carrière pour Air France, et qu'en 2010 Air France nous a contactés, voilà, j'étais chargé d'émotions. Je peux parler de Nespresso, avec qui j'ai commencé en tant que client en 1997. Parmi les tout premiers clients, Arnaud Deschamps, je me suis retrouvé dans son bureau et je travaillais déjà chez Nespresso. Il venait d'arriver comme nouveau patron de Nespresso France et il m'a dit qu'est-ce que vous pensez de l'expérience client et du service client chez Nespresso? Est-ce qu'on pourrait faire un bout de chemin ensemble? Voilà, c'est des moments qui sont incroyables. Et à chaque fois, ça a duré 10 ans. Je peux parler du Club Med où j'allais avec mes enfants quand ils étaient petits. Et en 2004, j'ai eu la chance de commencer cette aventure et je travaille toujours avec eux aujourd'hui. Et voilà, j'ai vu cette évolution et j'y ai à mon petit niveau un petit peu contribué. Donc ça, c'est des satisfactions qui sont d'ordre émotionnel. Et après, il y a aussi toutes ces marques de luxe avec lesquelles j'avais pas les mêmes relations étant jeune parce qu'elles étaient très très lointaines. Et d'un seul coup, on débarque là-dedans et on se dit, là, c'est presque aussi le complexe de l'usurpateur. Parce que je dis, mais je suis qui pour prendre la parole dans telle marque sur des sujets aussi importants? Donc, il y a ces aspects d'énormes émotions, de liens relationnels très très forts, de passion, et puis toujours cette petite voix en soi qui dit, mais est-ce que je suis vraiment légitime? Bon, en même temps, au bout de 2, 3, 4, 5, 10 ans, il continue, donc on se dit qu'on est finalement légitime. Oui, à un moment, oui, quand même. Et puis après, il y a un autre sujet qui est finalement source d'une énorme satisfaction, parce que je pense que c'est vraiment une des conditions du succès. C'est quand le sujet est pris à bras le corps par un dirigeant. Et que là, on en fait une relation personnelle très très forte. Et quand on devient peu ou prou le conseiller d'un homme qu'on admire, pour une marque qu'on admire, qui vous fait confiance, et là on commence à créer un binôme, et au-delà de ça, une équipe avec ses propres équipes. Et donc là, il y a une histoire relationnelle humaine, en plus d'avoir une histoire relationnelle avec la marque, ce qu'elle représente, qui est très très fort. Et puis après, j'ai envie de dire, et c'est un petit peu mon leitmotiv, les clients que j'aime, et ça peut paraître un petit peu tarte à la crème, je me rends compte en le disant, mais les clients que j'aime, c'est presque autant les clients de mes clients que mes clients eux-mêmes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'autant plus quand on a été soi-même client et qu'on est soi-même client d'une marque, finalement, quand on travaille sur l'expérience client, faut encore plus aimer les clients de ses clients que le client. Parce que c'est ce regard-là qui va nous permettre de faire la différence, qui va nous permettre de dire non aussi à certaines choses auprès de l'équipe dirigeante en leur disant non, mais ça, on peut pas le faire, en tous les cas pas avec moi. C'est pas possible parce que si on pense client, ça va pas de pair. Donc, mais moi, mes plus belles réussites, mes plus belles histoires d'amour dans ce métier, c'est d'abord celles avec des marques avec lesquelles j'ai grandi, avec lesquelles j'avais des liens personnels. C'est des marques avec lesquelles finalement c'est devenu une histoire très forte avec des dirigeants que j'ai admirés et avec lesquels je me suis inscrit dans la durée et pour lesquels on a eu un impact très très fort dans justement la transformation de l'expérience du client in fine, qui ont vu la différence. Et pour lequel l'histoire d'amour avec la marque s'est retrouvée renforcée. Voilà, c'est une histoire d'amour en fait. Vous savez, je prendrai la parole sûrement là-dessus, mais quelqu'un me disait l'autre jour, croyez pas, c'est bien tout ce que vous me racontez, vous parlez bien, j'aime bien ça, mais et je suis d'accord dans l'ensemble avec vous. Mais est-ce que vous n'avez pas une vision trop romantique de l'expérience client? Alors j'ai d'abord été désarçonné par cette question. Et après, donc dans ces cas-là, je fais ce qu'on doit faire, hein, c'est que je repose une question pour approfondir le sujet et me laisser le temps d'y réfléchir. Et donc je demande, mais qu'est-ce qui vous fait dire que ma vision est romantique? Alors je laisse la personne répondre. Et là, je me dis, mais oui, il a tout à fait raison, mais je dois en être fier. Parce que qui dit romantique dit amour. C'est pas romanesque, c'est romantique, c'est amour. Et effectivement, l'expérience client, ce qui doit l'animer,
c'est l'amour du métier, l'amour d'une marque et surtout l'amour du client et de la relation qu'on va créer avec ce client qui doit elle-même être une histoire d'amour. Donc oui, j'ai une vision super romantique de l'expérience client. Et est-ce qu'à un moment tu t'es posé la question potentiellement de comment dire, d'intégrer ces sociétés en tant que salarié dont tu étais tombé amoureux en fait? Non. D'accord. Non, pour plusieurs raisons. La première, parce que j'aime mon indépendance et mon équilibre de vie. Et moi, avec mon associé, on avait un leitmotiv qui nous a toujours animés avec Eric Pérez, c'est faut pas perdre sa vie à la gagner. Et donc, je fais plein d'autres choses en dehors de ma vie professionnelle et j'adore la liberté que me procure mon statut d'entrepreneur. Voilà, donc être salarié, non. Deuxièmement, je pense que et c'est pour ça aussi on nous paye et qu'on fait appel à nous. On ne peut pas apporter ce qu'on apporte et avoir la plus-value que l'on a si on est intégré à une entreprise. Parce qu'une grande partie de notre plus-value, elle est liée à notre indépendance, à condition de la préserver et de pas dire oui à tout. Elle est liée également au fait que on doit rendre de compte pas à une hiérarchie, à une organisation, mais à un client sur des résultats qui ont été et qui sont généralement tangibles. Et puis on a surtout une vision externe d'une multitude de secteurs. Moi, quand je suis capable d'apporter l'expérience du luxe en grande distribution, certains pourraient trouver ça incongru, mais ça a une valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on vient me chercher. Si je me transforme en homme de l'expérience client de la grande distribution, ou uniquement du retail, ou uniquement du transport, ou uniquement de l'hôtellerie, je perds cette richesse-là. Donc, définitivement non. En revanche, je me suis posé une question. Et cette question, je me la suis d'autant plus posée avec le confinement, tout ce qui s'est passé. C'est est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose après 20 ans dans l'expérience client? Parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai dit que j'avais créé Luxury Attitude avec Eric Perret, qu'on a écrit un livre qui s'appelait Luxury Attitude. Et à un moment donné, beaucoup de gens me définissent comme étant celui qui a créé Luxury Attitude. Et en fait, je me suis dit à un moment donné, mais est-ce que tu vas pas être le Gérard Hernandez, c'est pas comme il s'appelait pas comme ça, là, celui qui chantait Born to be Alive, de l'expérience client qui vit sur son succès du passé. Est-ce qu'il serait pas temps de passer à autre chose? Et puis, je me suis posé la question de ce que je pourrais faire, ça c'est une chose. Et puis, je me suis surtout énormément interrogé pendant le confinement. Je me suis dit, et finalement, l'expérience client, qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça? Et je me dis, elle va pas sortir indemne, l'expérience client, de cette période-là, mais pas sous un angle négatif. Elle va vivre une nouvelle ère. Et moi-même, je dois vivre une nouvelle ère et accompagner ce changement-là, non pas parce que je suis la personne la mieux placée pour le faire, il y en a peut-être d'autres, mais parce que j'ai profondément envie de vivre cette période-là. Et c'est aussi comme ça que cette conviction forte sur l'expérience client transformative et la relation client transformative, qui est un sujet qu'on n'a pas abordé jusqu'au bout tout à l'heure, mais qui est très important, me sont apparus comme le bon angle pour apporter ce sujet dans les mois et les années à venir. Il faut se réinventer. Et donc, c'est aussi une contrainte pour moi, restant dans cet univers-là, d'apporter des choses nouvelles, de me réinventer, de remettre en cause et de préparer les 20 prochaines années avec envie. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite parce que c'est top quand tu arrives à trouver ta voie et à ne pas faire. Alors du coup, c'est Patrick Hernandez. Oui, ben voilà. Voilà. Non, mais... Gérard, c'est un autre. Mais on parle du même. Exactement. Mais voilà, et à du coup s'étendre sur d'autres sujets. Et de toute façon, c'est en marchant et en tombant surtout qu'on apprend et que après on peut aller sur plein d'autres domaines. Et donc ça me parle, ça me parle beaucoup. C'est quoi tes projets du coup maintenant, aujourd'hui? Alors, personnellement, non, je vais pas parler de ma vie privée, j'en ai touché quelques mots, c'est suffisant. Mes projets, je reviens à ce que je constate, c'est que au fur et à mesure que ce sujet est devenu central et qu'il y a des fonctions qui ont été créées dans les entreprises, que plus de 100 000 personnes dans le monde ont le titre Customer Experience ou Experience Client dans leur titre, j'ai l'impression que l'ambition s'est un peu éteinte, ou en tous les cas, la créativité et
mes ambitions étaient un peu disproportionnelles, ou en tous les cas inversement proportionnelles à ce déploiement. Et moi, j'ai envie d'inspirer, ou en tous les cas inspirer, c'est peut-être un peu prétentieux, mais de donner l'énergie pour que ceux qui ont en main ce sujet-là s'interdisent, alors que c'est peut-être ce vers quoi conduisent leurs organisations, s'interdisent à penser petit. Je voudrais qu'on soit dans ce que j'appelle moi cette utopie réaliste, et non pas ce réalisme qui ne sera jamais utopique. Donc voilà, c'est ça, c'est là-dessus que j'ai envie de travailler, d'être plutôt dans la recherche et développement autour de l'expérience client, et puis de travailler au-delà de cet aspect très stratégique, très prospectif et très transformatif, également travailler pour ceux qui sont les premières lignes de la relation client et qu'on retrouve aussi dans le secteur hospitalier, dans tous les domaines. C'est ces personnes-là qui vivent au quotidien dans leur métier la relation avec du public, et de les accompagner sur cette notion de relation client transformative, c'est de dire finalement de travailler sur la prise en compte des émotions, en se disant qu'une partie de leur rôle est de transformer l'état émotionnel des personnes avec lesquelles ils sont en relation, et de les transformer positivement. Parce que énerver quelqu'un qui rentre dans un magasin et qui ne l'était pas, ça, on sait faire. Et maintenant, transformer cette personne qui rentre énervée en quelqu'un qui devient heureux, ou transformer des petits yeux qui pétillent de quelqu'un qui a envie de se faire plaisir dans un magasin et qui ressort encore plus heureux, au-delà de... Voilà, se dire que finalement, quand on est au contact du client, les émotions, la relation est fondée sur des émotions, et qu'il y a une vraie compétence relationnelle à acquérir, qui doit nous permettre de développer cette intelligence situationnelle pour apporter la bonne réponse avec le bon mot, la bonne forme, pour que le client sorte dans un état émotionnel positif, quel que soit l'état dans lequel il est rentré avant. Donc j'ai à la fois envie d'accompagner des dirigeants, des entreprises dans cette vision stratégique, et en même temps d'être un petit peu plus proche de ceux qui font l'expérience client pour leur apporter ces convictions-là, et les armer aussi pour mieux vivre cette relation client qui parfois est dure, très très dure. Elle l'a toujours été, mais elle l'est encore plus, parce que le niveau d'attente des clients qui vont au contact de personnes, à l'heure du digital, leur niveau d'attente est plus élevé qu'il ne l'était par le passé. Voilà, j'espère que voilà. Et puis après, ça se traduira. Je suis en train de travailler. Oui, on me pose beaucoup de questions, et j'ai envie d'y répondre. Ce qui n'est pas le ton des vidéos que je fais. Donc peut-être que Marine, tu m'as donné une idée, et peut-être que je ferai des petites capsules que j'ai envie d'appeler Fact Story, c'est-à-dire répondre la foire aux questions sur l'expérience client, mais en racontant mes histoires et en expliquant et en apportant des réponses fondées sur les petites anecdotes et les petites expériences que j'ai l'habitude de partager. Je trouve que c'est un projet intéressant qui pourra justement répondre à cette vision un peu plus proche du terrain de ces personnes en contact avec le clientèle, pour répondre à des questions très précises. Ouais, mais parce que t'en as plein des anecdotes, et et du coup c'est hyper prenant, tu vois, quand tu racontes les histoires, etc. On se projette, et c'est beaucoup plus simple entre guillemets de s'identifier et de se dire voilà, comment est-ce que moi je pourrais le faire, etc. Enfin, des exemples, c'est ultra important. En tous les cas, c'est en plus plutôt plaisant d'apporter des réponses sous la forme d'histoire, et puis c'est effectivement plus émotionnel en plus, et quand on touche par les émotions, on touche également la raison. Donc c'est un peu l'idée de Fact Story. Bon écoute, j'ai hâte de suivre ça et de suivre tes aventures. Est-ce qu'on a tout dit? Enfin, tout dit, ce serait compliqué, mais... Oui. Écoute, moi en tous les cas, je pense avoir partagé ma passion, mes convictions, un petit peu de mon histoire, et je t'en remercie, parce que c'est pas facile de parler de soi, et en même temps ça a été un plaisir pour moi de répondre à tes questions. Donc et si ça peut apporter des éclairages à toutes les personnes qui nous écoutent, tant mieux. En tous les cas, c'était le but. Merci à toi. Écoute, merci beaucoup Lionel. Mais attends, c'est pas fini, parce que du coup, j'ai 3 dernières petites questions. Est-ce que, simplement, tu peux me dire quelle est ta pire et quelle est ta meilleure expérience client? À toi.
Alors je vais répondre, je vais faire une petite pirouette caca. Non, c'est un peu nul comme phrase, c'est une phrase de vieux. Hein. Je vais faire une petite pirouette. La meilleure comme la pire ont une caractéristique en commun, c'est que je m'en souviens. Et donc c'est qu'elles sont rentrées dans la case mémoire et mémoire à long terme. Et donc j'ai plein d'excellents souvenirs, d'expériences, des moments qu'on m'a fait vivre dans des hôtels en fêtant l'anniversaire de ma fille, mais avec un niveau d'engagement, de surprise, mais hors du commun. C'est pas juste le gâteau, c'est voilà, c'était pas plus tard que l'année dernière. Le pire, c'est ces heures passées au téléphone à répéter les mêmes choses avec des personnes qui peuvent pas vous écouter. C'est des personnes qui n'ont pas le pouvoir de résoudre votre problème et à qui on a donné des discours tout faits et qui ne peuvent pas s'en sortir et qui ne font que énerver, exacerber l'animosité du client et le transformer en presque une bête féroce. Et voilà, mes pires souvenirs, c'est quand je me suis retrouvé dans ces états émotionnels où je me faisais honte à la fin en raccrochant, en me disant comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu me mettre dans cet état-là. Voilà, c'est ça le pire, c'est quand à un moment donné on me fait perdre presque mon contrôle parce que ce qu'on me fait vivre est insoutenable, dépourvu de tout sens. Donc il y a des exemples comme ça, malheureusement on en a tous, et donc il y en a plein. Et est-ce que tu peux me dire qui est-ce que tu aimerais écouter sur ce podcast une prochaine fois? Alors, j'ai des personnes que j'aimerais écouter, plein. J'aimerais écouter au regard de ce que l'histoire que je viens de vous raconter, mon associé Éric Perret qui continue à travailler dans cet univers-là. J'aimerais écouter cet homme qui m'a tellement apporté, avec lequel je travaille depuis de tellement nombreuses années, qui est Arnaud Deschamps, que je continue à accompagner dans ses nouvelles fonctions en Suisse chez Nescafé Dolce Gusto. C'est des Henri Giscard d'Estaing qui a transformé le Club Med et l'a accompagné sur ces années. C'est des personnes qui ont participé à l'aventure Uber à son origine et qui pourraient avoir un regard intéressant et critique sur ce qu'est devenu l'entreprise aujourd'hui. Voilà, il y a plein de gens qui sont marquants. Là, tu m'en as donné plusieurs. Là, j'ai du boulot. Oui ou pas, hein, ça va. C'est des gens en tous les cas qui comptent. Alors pas pour le dernier parce que je le connais pas, mais les gens que j'ai cités, c'est des personnes qui comptent dans mon référentiel dans cet univers. Très intéressant. Merci beaucoup Lionel pour ce moment passé ensemble. Merci Marine. Voilà, j'espère que cette discussion vous a plu autant que moi elle m'a plu. Si vous voulez en savoir plus sur Lionel, sachez que dans le descriptif de l'épisode, il y a les liens vers le compte LinkedIn de Lionel, mais aussi vers ses vidéos. Si comme moi, vous avez trouvé cet épisode riche, précis et authentique, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de le noter sur iTunes et de nous mettre 5 étoiles. Pas 3, pas 4, il faut en mettre 5 pour nous aider à remonter. On en a vraiment besoin, c'est ce qui nous aide le plus. Et pour tous ceux qui n'écoutent pas, et toutes celles bien sûr qui n'écoutent pas via iTunes, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à le partager avec votre entourage. Plus de personnes partageront le podcast Le Client, plus on gagnera en visibilité. Et 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ça fait beaucoup. Voilà, à dans 2 semaines. Bye.